Français, révision, 1 de 2. La poésie peut être définie comme A. Un discours en vers. B. Un art proche de la musique. C. Un usage de la langue où la forme est essentielle. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Verlaine, comment appelle-t-on ce procédé? A. Une métaphore. B. Une comparaison. C. Une personnification. Lequel de ces vers est un alexandrin? A. Dans le vieux parc solitaire et glacé, Verlaine. B. Ce beau temps me pèse et m'ennuie, Gérard de Nerval. C. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, Lamartine. C'est un trou de verdure où chante une rivière, Arthur Rimbaud, Le Donneur du Val, 1888. Quel est le nom de ce vers? A. Un octosyllabe. B. Un décasyllabe. C. Un alexandrin. Comment appelle-t-on une scène où un seul personnage est présent et prend la parole? A. Un monologue. B. Un dialogue. C. Un épilogue. Qu'est-ce qu'une didascalie? A. Une courte réplique. B. Une indication scénique. C. Une scène d'exposition. Quelle formule d'adresse peut-on utiliser dans une lettre officielle? A. Ma chère madame. B. Bonjour. C. Madame, monsieur. Qu'est-ce qu'une formule d'adresse dans une lettre? A. Une formule qui définit le destinataire. B. Une formule qui indique l'adresse du destinataire. C. Une formule de politesse. Quels éléments figurent conventionnellement dans une lettre? A. Un titre. B. Un en-tête. C. Une signature. D. Une formule de politesse. Comment appelle-t-on un roman par lettres? A. Un roman épistolaire. B. Une nouvelle. C. Un journal intime. Quels auteurs ont participé à l'âge d'or du roman au XIXe siècle? A. Stendhal. B. Honoré de Balzac. C. Honoré d'Urfé. D. Émile Zola.
À qui les célèbres lettres de Madame de Sévigné étaient-elles adressées? A. À une amie. B. À sa fille. C. À sa mère. La citation de Madame de Sévigné est quoi? Ma fille, j'aime à vous écrire, cela est épouvantable, c'est donc que j'aime votre absence. Traduit principalement. A. La passion amoureuse. B. La souffrance liée à l'absence de sa fille. C. L'extrême plaisir que Madame de Sévigné éprouve à rédiger. Comment appelle-t-on un roman qui mêle fiction et vie réelle de l'auteur? A. Un roman autobiographique. B. Des mémoires. C. Un roman historique. Quelles sont les caractéristiques du genre fantastique? A. Une double interprétation, rationnelle et surnaturelle. B. Des personnages inquiétants et maléfiques, diables, monstres, fantômes, etc. C. Des lieux imaginaires. D. La présence du champ lexical de la peur. La guerre des Gaules de Jules César est A. Un journal intime. B. Une biographie. C. Des mémoires. Qu'est-ce qu'un roman autobiographique? A. Le récit des étapes de l'écriture d'un roman. B. Une biographie s'appuyant sur des documents très précis. C. Une forme d'autobiographie où la fiction se mêle à la réalité. Quels sont les énoncés coupés de la situation d'énonciation? A. Chaque dimanche, avant la guerre, Morisseau partait dès l'aurore, une canne de bambou d'une main, une boîte de fer blanc sur le dos. Maupassant, deux amis, 1883. B. Au milieu du va-et-vient incessant de la foule, des voitures entraient sous les voûtes en ralentissant le trot sonnant de leurs chevaux. Émile Zola, Le ventre de Paris, 1673. C. Excusez-moi, madame, de vous déranger à cette heure, juste une toute petite minute car hélas. Nous autres représentants, nous n'avons pas d'horaire, toujours à courir dans les escaliers, Dino Buzzati, Le Cas, 1966. Quelles sont les affirmations qui sont justes? A. Dans un récit autobiographique, l'auteur, le narrateur et le personnage se confondent. B. L'auteur d'une autobiographie a le projet de restituer sa vie dans toute sa vérité. C. C'est Chateaubriand avec ses Mémoires d'outre-tombe, 1848, qui a écrit le premier véritable récit autobiographique. Qu'est-ce qui caractérise les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation? A. L'emploi dominant de la troisième personne. B. L'emploi du présent comme temps de référence. C. La présence d'indices de la situation d'énonciation. Quels sont les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation? A. Il naquit une nuit de pleine lune. B.
Arlequin, reviens ici immédiatement. C. Les volets de cette maison sont fermés depuis le mois dernier. D. Cet été, je jouerai dans une pièce au Festival d'Avignon. Quels sont les énoncés neutres qui ne traduisent pas une prise de position de l'énonciateur? A. En latin, la forme des mots indique leur fonction dans la phrase. B. Spielberg est, décidément, le maître du sensationnel. C. L'industrie du tourisme doit être mise en cause, elle massacre notre environnement. D. Dressé à l'attaque, le chien de défense appelé Rottweiler peut devenir agressif. Quels sont les énoncés qui traduisent une prise de position de l'énonciateur? A. Il serait mort dans un accident de voiture. B. Le temps est couvert aujourd'hui. C. Je trouve que tu exagères. D. L'incendie est sans doute d'origine criminelle. Quels sont les énoncés qui expriment une appréciation de l'énonciateur? A. Par chance, j'avais pris mon parapluie. B. Le facteur est sans doute déjà passé. C. Quel dommage que tu n'aies pas pu venir. D. Heureusement, il n'y a que des dégâts matériels. Parmi ces connecteurs, lesquels sont des connecteurs spatiaux? A. À droite. B. Enfin. C. Puis. D. En haut. Quelles peuvent être les différentes liaisons exprimées par l'adverbe ensuite? A. L'opposition. B. L'addition. C. L'ordre chronologique. D. La conclusion. Quelle est l'affirmation qui est vraie? A. Dans la phrase un sanglier surgit sur le bord de la chaussée. L'animal paraissait affolé, le GN l'animal est synonyme du GN un sanglier. B. Le GN la ville éternelle est une périphrase qui peut remplacer le nom propre Rome. C. Un terme générique est plus précis qu'un apostrophe un terme spécifique. Quelle est la valeur de l'imparfait dans cette phrase? Il faisait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l'herbe. L'eau brillait comme un miroir. Guy de Maupassant, la maison Tellier. A. C'est un imparfait de description. B. C'est un imparfait d'habitude ou de répétition. C. L'imparfait exprime des actions d'arrière-plan. Quel type de discours a pour fonction de donner des explications, de faire comprendre? A. Le discours argumentatif. B. Le discours explicatif. C. Le discours descriptif. Pour être plus efficace, un texte argumentatif est parfois amené à admettre en partie le bien fondé des arguments adverses. Comment appelle-t-on cette stratégie? A. La réfutation. B. La démonstration. C. La concession.
Quels sont les indices du discours argumentatif? A. Des connecteurs logiques. B. Des verbes au présent. C. Des verbes au passé simple. D. Des phrases exclamatives et interrogatives. Quels sont les indices du discours descriptif? A. Des connecteurs temporels. B. Des connecteurs spatiaux. C. Des verbes à l'imparfait. D. De nombreux adjectifs qualificatifs. Quel changement de temps signale une description dans un récit? A. Le passage du passé simple à l'imparfait. B. Le passage du passé simple au plus que parfait. C. Le passage du passé composé au passé simple. Quelles sont les fonctions de la description dans un roman? A. Créer une atmosphère. B. Donner l'impression du réel. C. Indiquer l'ordre chronologique des événements. D. Donner des informations pour l'histoire. Le passé simple est employé pour exprimer A. Des actions qui se succèdent. B. Des actions habituelles. C. Des actions limitées dans le temps. D. Des actions d'arrière-plan.